Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir dans la foulée, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le sprint final avant le deuxième tour des élections législatives en France et un CAC 40 qui se balade de gap en gap. C'était un gap à la hausse hier avec une séance de soulagement qui aurait été un soulagement partiel de courte durée, suivi d'une séance de baisse aujourd'hui avec un gap à la baisse à l'ouverture ce matin pour le CAC 40 qui au final reste sur ses niveaux de 7500 points. Autant dire que ces mouvements de marché n'ont pas beaucoup de, n'ont pas beaucoup de sens peut-être, si ce n'est celui de traduire l'hésitation, l'incertitude et l'attente des investisseurs en vue des résultats du second tour des élections législatives françaises qui reste quand même pour l'instant l'événement politique de l'été. L'événement politique américain, évidemment, sera bien sûr suivi de près. Et au milieu de tout ça, c'est ce qu'on expliquait déjà hier, les élections générales au Royaume-Uni ce 4 juillet s'annoncent comme un fleuve tranquille presque pour les investisseurs, avec le retour attendu du Labour, dirigé désormais par Keir Starmer. Voilà donc pour la situation de marché et la dimension politique envahissante. Qu'en est-il quand même des fondamentaux économiques ? C'est une question qu'on pourra se poser avec nos invités de Planète Marché, alors que débute aujourd'hui le forum annuel de Sintra au Portugal, organisé par la Banque Centrale Européenne. Discussion autour des politiques monétaires avec une séquence de publication de données économiques importantes tout au long de la semaine. L'inflation en zone euro qui a été publiée ce matin pour le mois de juin dans son estimation préliminaire. Petite déception peut-être sur l'inflation sous-jacente et puis tout au long de la semaine des données d'emploi aux États-Unis avec en point d'orgue final ce vendredi le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié en début d'après-midi. Voilà pour le programme. Discussion donc avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons à nouveau le sujet de la dette privée. C'est une classe d'actifs qui a plus que jamais le vent en poupe dans la grande famille des actifs privés, des actifs non cotés. Nous en parlerons avec les spécialistes de Private Corner et sa cofondatrice et présidente Estelle Dola sera avec nous en plateau à partir de 17h45. En ouverture de Smart Bourse, chaque soir, c'est Tendance, mon ami et Pauline Gratel qui nous résume les faits marquants de la journée sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le soulagement qu'on a pu observer hier au lendemain des résultats du premier tour des législatives françaises aura été un soulagement de courte durée. Oui, le CAC 40 est ancré autour des 7500 points. La tendance est d'ailleurs dans le rouge pour l'ensemble des bourses européennes qui ont pris connaissance de l'indice préliminaire des prix à la consommation en zone euro. L'inflation sous-jacente ressort à 2,9% sur un an en juin, un chiffre similaire au mois précédent. C'est une petite déception par rapport aux attentes. L'inflation globale, elle, ralentit sur un an en juin à 2,5% contre 2,6% en mai. Le taux de chômage pour l'ensemble de la zone est resté stable et toujours à son plus bas niveau historique au mois de mai, à 6,4%. Qu'en est-il des mouvements du jour sur le marché obligataire, Pauline ? Le rendement de l'obligation française à 10 ans est stable à 3,30%. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance est aux alentours de 2,60%. Le spread continue d'évoluer entre 70 et 75 points de base. Et puis sur le front des données économiques, je le disais, c'est une semaine importante avec différentes données d'emploi américaines qui sont attendues et certaines étaient déjà publiées aujourd'hui. Oui, l'enquête Jolts pour le mois de mai qui recense les ouvertures de postes vacants sur le marché du travail et qui montre un nombre de postes à pourvoir plus élevé qu'attendu, au-dessus des 8 millions contre 7,9 millions en avril. Une indication que la normalisation du marché du travail américain n'est que très progressive à ce stade. Le marché a peu réagi après cette publication. On a vu le rendement de l'obligation à 10 ans américaine rester stable autour de 4,45%. Dans l'actualité des entreprises, on notera le changement du directeur général de Cartier au sein du groupe suisse Richemont. Oui, c'est Louis Ferla qui est nommé à la tête de Cartier à compter du mois de septembre. Le titre ne présente pas de grosses variations et est à l'équilibre aujourd'hui. En France, malgré un troisième trimestre en ligne avec ses propres attentes, Sodexo chute de près de 5% au cours de la séance. Le chiffre d'affaires de mars à mai ressort en hausse de 6,8%, mais c'est inférieur aux attentes des analystes. Enfin, Michelin chute de plus de 4% et finit lanterne rouge du CAC 40. L'entreprise
l'entreprise a prévenu d'une dynamique des ventes plus faible que prévu au second trimestre. Pour finir, un mot de l'agenda et de ce qui attend les investisseurs demain sur les marchés, Pauline. Demain, en zone euro, les investisseurs seront attentifs au PMI service de juin ainsi qu'au prix à la production industrielle de mai. Aux États-Unis, d'autres chiffres d'emploi seront publiés avec notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé de juin. À noter aussi, demain sera une demi-séance à Wall Street à la veille de la fête nationale. Les marchés américains ne rouvriront donc leurs portes que vendredi. Enfin, les minutes de la fête seront publiées dans la soirée. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry-Garay est avec nous, président, fondateur, cofondateur et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Damien Charlet nous accompagne également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Julien Moutier. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des gestions obligataires de Groupama Asset Management. Le spread franco-allemand, qui devient évidemment la mesure, peut-être une des mesures les plus regardées du moment sur les marchés financiers globaux. Julien, on est monté, alors je crois, jusqu'à 85 en clôture vendredi, pour revenir naviguer entre 70 et 75 depuis le début de la semaine. Bon, que traduit ce niveau de spread à ce stade dans cet entre-deux tours des élections législatives françaises ? Je dirais qu'à ce stade, ça traduit encore une forme d'incertitude, de fébrilité face aux résultats à l'issue du second tour, entre une majorité absolue pour le RN et une assemblée partagée, mixée entre des forces en présence mais qui ne parviennent pas à une majorité absolue. Donc c'est un spread d'incertitude qui pour autant ne price plus le scénario du pire au sens économique, financier selon les marchés, c'est-à-dire une majorité absolue du NFP qui était vue comme destructeur pour la marche de la dette française, je dirais. Mmh. Qu'est-ce qui fait que le scénario d'une majorité absolue éventuelle du RN est moins pire que sur le plan économique toujours que le scénario écarté d'une majorité de la gauche et associée ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le poids de l'histoire et des précédentes craintes s'agissant de partis extrémistes, notamment de droite. On pourrait évoquer le sujet de Giorgia Meloni en Italie. Le spread italien s'écarte jusqu'en septembre 2022, puis se resserre lorsque finalement, je dirais que le gouvernement de Meloni a rassuré en ne déployant pas les promesses électorales. C'est le lot de beaucoup de promesses électorales et on en sait quelque chose en France. Et donc, je dirais que de ce point de vue-là, quelque part, l'histoire nous a montré que le pire n'était pas toujours à craindre a posteriori d'un point de vue économique. Et donc, quelque part, la non-exécution d'un programme donné peut finalement rassurer. Alors, ça pourrait s'appliquer aussi au NFP, vous me direz. S'agissant du RN, on a vu déjà beaucoup de rétropédalage et notamment une mention faite d'un audit qui pourrait avoir lieu s'il devait arriver au gouvernement, qui viendrait valider ou pas les propositions. En tout cas, ils ont déjà effectué à ce stade un plan de propositions prioritaires à côté des propositions, je dirais, globales, qui vient déjà restreindre le budget des dépenses. Et donc, si pour le marché concernant la France, spécifiquement en Europe, se pose la question de la consolidation budgétaire, de la crédibilité de la trajectoire budgétaire, avec déjà un plan pluriannuel présenté à Bruxelles, qui faisait part jusqu'à présent d'un effort de consolidation quand même important, le marché arrive à se convaincre qu'un nouveau gouvernement dirigé par le RN et ses alliés, face à cette réalité, n'aurait pas d'autre choix que de mettre en œuvre la consolidation fiscale et budgétaire qui est attendue de la part de la France aujourd'hui en Europe. Oui, parce qu'en fait, on a eu des exemples, encore une fois, historiquement, que ce soit avec Giorgia Meloni, avec Alexis Tsipras, avec Liz Truss, on l'a vu, le gouvernement de Liz Truss a duré 44 jours. Alors certes, on a un pragmatisme, peut-être une réactivité en Angleterre qui sont peut-être plus forts que ce qu'on aurait en France. En tout cas, on a des forces de rappel marché, et au-delà de ça, également par les instances européennes, il faut quand même signaler que la France est rentrée en procédure de déficit excessif, en tout cas dans la première étape. Elle est rentrée en procédure de déficit excessif. Enfin, j'ai pas fait le compte, mais elle a sans doute souvent été plus longtemps en procédure de déficit excessif que l'inverse. Je vois ce que vous voulez dire. Non, mais ça n'a jamais empêché l'OAT de très bien se comporter.
et d'être plébiscité par la communauté financière. Après, ça donne un cadre. Ça donne un cadre. On sait que le gouvernement qui rentre en procédure de déficit, le pays qui rentre en procédure de déficit excessif doit ensuite converger par pas de 0,5% chaque année vers la cible inférieure à 3%. On a un contrôle accru, une sorte de mise sous tutelle quelque part de la Commission européenne sur les dépenses de l'État. Et voilà, donc il y a tout un cadre relativement contraignant qui vient limiter le champ d'action du pays. Bon. Je reprends vos exemples, et évidemment, c'est des parallèles qu'on observe et qu'on a étudiés, mais Meloni, dans le cas de Meloni en tout cas, ça s'est fait en douceur. Alors il y avait eu l'épisode Berlusconi, crise souveraine, le spread, etc. qui s'envole. Meloni, ça s'est fait en douceur. Liz Truss, ça s'est fait dans la douleur. Oui. Comment vous évaluez les probabilités d'un scénario à la Truss, ou en tout cas par un passage douloureux, et un scénario plus en douceur, comme on a pu le voir en Italie? C'est difficile à dire, mais je pense que s'agissant du RN, il ne souhaite pas s'afficher comme étant, a priori, le parti qui a fait exploser la dette française lors de son événement. Il ménage les susceptibilités, il y a un travail de diabolisation qui est mis en œuvre d'un point de vue sociétal et économique. Ils se veulent un parti traditionnel, et donc, dans ce sens, on peut imaginer qu'ils vont faire en sorte d'éviter l'éclatement, je dirais, et la fragmentation des dettes européennes, ou notamment de la dette française. Et encore une fois, on aura des forces de rappel qui seront assez fortes. Alors oui, on peut se faire mal avant que cela revienne, mais je dirais que voilà, l'événement Liz Truss n'a duré que 2 mois et rentré dans le 45 jours, c'est ça? Oui, moins qu'une salade. Alors, mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux, très claire. Entre qui et qui? Entre Truss et Meloni. Et ce qu'on parle, d'accord. Et ce qui est européen. Et la possibilité d'une majorité... est un meilleur exemple, parce que, grosso modo, en France, on est encadré. Et quelque part, si jamais on va contre l'Europe, et il n'y aura pas entre l'Europe du Nord austère et l'Europe du Sud qui est passée par l'ajustement, il n'y aura pas de pitié de la part des autres Européens. Ah non. Soit on l'accepte, soit on le refuse. Donc soit c'est le Frexit, quelque part, qui reviendra à un moment ou un autre et qui sera peut-être mis en avant par le RN, mais soit on reste dans les clous, on est contraint à forcer de rester dans les clous. Liz Truss, c'est la fin, je dirais, de l'épisode Brexit, où avec le retour d'une autonomie totale de la Grande-Bretagne en sortant de l'Union européenne, et une implosion en vote, quelque part, je dirais, c'est les deux chemins du RN ou de l'extrême droite populiste dans le monde. Alors Orban étant en part, c'est soit on devient un parti de droite classique, quelque part, et là c'est la mélonisation, soit on reste à confronter au réel, à ne pas se confronter au réel, c'est Liz Truss, on impose en vol, et le 4 juillet, le parti, c'est la fin du plus vieux parti d'occidental, démocratique occidental, le Parti conservateur peut disparaître le 4 juillet, et le principal fait d'armes du Parti conservateur de ces 7 dernières années, c'est le Brexit. Et le Brexit est la volonté des conservateurs qui seraient remplacés par Nigel Farage et son réforme qui se voit comme premier opposant de Keir Starmer. Si il y a le premier opposant de sa reine, du gouvernement de sa majesté, pourrait être les libéraux démocrates, et donc remettre l'accession européenne au cœur de l'opposition à sa majesté. Je dis, si on a moins de 50 députés conservateurs, ce qui est une possibilité donc la semaine prochaine. On parle du UK, je précise, parce que toutes les élections sont sur la table, mais c'est le moment politique. Parce que le Parti conservateur anglais, et à travers Liz Truss, a choisi une vision populiste, déconnectée des réalités, et s'est fracassé sur la réalité, et 7 ans après, risque de disparaître de la carte politique et de renaître sous une forme différente. Mais c'est un parti qui date de 1842, sous sa forme actuelle, le parti unioniste et conservateur de Grande-Bretagne et d'Irlande. Voilà, donc pour moi, Truss, c'est vraiment l'opposé, où il y a une autonomie totale. Elle a fait n'importe quoi, elle a été punie, et c'est aussi l'aboutissement de l'histoire conservatrice qui a décidé de s'affranchir des réalités et d'être un parti qui était ultra pragmatiste et de venir détacher des réalités. Et donc se fracasse sur les réalités. En France et dans la zone euro, je veux dire, le choix qui va se poser, c'est soit de se soumettre ou de se démettre. Pour reprendre la phrase. Voilà, c'est-à-dire que soit on reste dans le cadre des règles européennes, et à un moment ou à un autre, il va falloir suivre ce qui a été décrit tout à l'heure. Soit on pose le Frexit sur la table, et là, effectivement, on trouve l'autonomie, et là, on est dans la vision anglaise. Je dirais que le parallèle, c'est plutôt la Grèce, qui est allée au bord du précipice et qui est revenue. Voilà, pour le moment, en tout cas. Et je pense, ce qui, derrière, rassure les marchés quelque part, au-delà des 80 bips de spread, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de vision pour un Frexit, même si une partie du Front National va agiter cette vision-là. Alors que ce soit un moindre mal, la France ingouvernable, moindre mal, ok.
après, ça en fait pas un bull case non plus, j'ai l'impression, pour la France, les actifs français. Une France qui peut pas se réformer, une France qui est membre du Conseil de sécurité permanent de l'ONU, du G7, de membre fondateur de l'Europe, etc. Ça peut poser des problèmes aussi, j'entends. Et le problème majeur, je veux dire, si on regarde objectivement les statistiques économiques, elles sont pas mal, sauf une seule qui était la dérive de la dette publique, qu'on mettait, je veux dire, qui était la croix que portait un peu macronisme. Derrière, quand on voit les élections, c'est un concours d'épines de dépenses publiques. Je veux dire, il n'y a personne n'est venu faire campagne sur la restriction et la diminution de la dette. Donc, non. On voit bien que quand même, c'est... Je ne crois pas que ça paye beaucoup, non, mais puis, parlant. Voilà, non, mais c'est ça, il y a ça. C'est problématique. On parlait qui rejoint cette mise sous tutelle, enfin cette mise... c'est qu'aujourd'hui, on a beau, quand on dit vous ne connaissez pas la dette publique, c'est juste une insulte avant les élections. Mais après, derrière, tout le monde ouvre les vannes. Hein. Bon, Damien, vos commentaires sur ce facteur politique qui envahit quand même et qui devient, en tout cas à court terme au moins, un driver de marché. Et puis, dans la gestion de la relation avec les clients privés de Mandarin Gestion, je veux dire, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir un peu les retours du terrain, quelles sont leurs interrogations, leurs inquiétudes, leurs questionnements et comment on y répond aujourd'hui. Alors, sur le fiscal, on y répond difficilement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de clients qui sont inquiets sur la partie fiscale. Ouais. À cause des différentes mesures de qui tout sont ce proposées, qui a été mis sur la table. Notamment plutôt l'aile gauche, qui est un peu plus douloureuse fiscalement pour un certain nombre de clients. Donc ça, en étant factuel, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle parce que le plus souvent, les lois fiscales sont rétroactives et que l'effet générateur vont se dérouler en 2025. Donc là-dessus... de toute façon, ça ne sert à rien de se précipiter aujourd'hui. Et sur la partie bourse et investissement, là aussi, évidemment, les clients sont inquiets. Mais on essaie de leur rappeler certains éléments factuels. Alors évidemment, ils sont sous le coup de l'émotion parce qu'ils sont français et qu'ils ont la perception que ce qui s'est passé en France, c'est une réalité européenne, voire une évolution du monde. Donc ils sont particulièrement inquiets. Mais la réalité, c'est que si on regarde juste les marchés boursiers, oui, il y a eu de la douleur sur le marché boursier français, mais sur le reste du monde, l'Europe a un petit peu souffert parce qu'il y a des titres français dans l'Europe, mais sinon le reste du monde ne s'est pas du tout intéressé, ou en tout cas, il n'y a pas eu d'impact financier sur les marchés étrangers, que ce soit actions ou que ce soit obligations. Donc au final, si vous avez un portefeuille aujourd'hui qui est investi de manière un peu diversifiée... L'internationalisation, ça protège, quoi. Ah ben complètement, clairement. Complètement. Donc, si vous avez un portefeuille un tout petit peu diversifié, aussi bien en actions qu'en obligations, votre portefeuille, il a pratiquement pas baissé au mois de juin. Donc, quand on les ramène à la réalité et au fait que, oui, il y a des incertitudes en France, oui, peut-être que l'économie française va ralentir au deuxième semestre, mais non, a priori, ça ne va pas avoir un impact gigantesque sur le monde, peut-être un impact sur l'Europe, mais là, pour l'instant, la visibilité est un peu réduite. Mais donc, la plupart des clients entendent ce genre de discours. Ils voient bien. Là, on peut leur montrer des éléments objectifs pour leur dire... quittez pas le navire dans la... Même dans les la actifs panique. européens dans leur ensemble, vous dites, ça reste quand même un univers d'investissement avec lequel on peut être confortable, même si la France, encore une fois, si on s'est posé de la question de savoir si la Grèce était systémique, que dire de l'Italie, que dire de la France de ce point de vue-là. Donc, on n'est quand même pas encore sur une crainte systémique sur la France. Hein. Là, on est, une fois de plus, je pense qu'on est un peu dans l'émotion. Ouais. Pour l'instant, il y a des promesses de la part des différents candidats aux élections, mais on voit bien qu'il y a effectivement un camp qui a un peu plus rassuré quand on a vu qu'en tout cas le NFP avait peu de chances d'être majoritaire, ça a rassuré les marchés. Est-ce que ça en fait un bull case ? Clairement non. Je pense que le discours qui est le nôtre, et je pense de beaucoup d'investisseurs, c'est que la France quand même va rester très très lourde pendant un certain nombre de mois parce que justement... Ce sera une situation quand même moins bonne qu'avant le 9 juin et la décision de la dissolution. Bien sûr. Pour le plan de l'investisseur et bien sûr, parce que vous mettez à la place de n'importe quel agent de marché, agent économique, que ce soit un particulier ou une entreprise, là, tout va s'arrêter pendant quelques mois, au mieux. Si le parti qui arrive au pouvoir n'est pas trop perturbateur, disruptif, et qu'il arrive à montrer que finalement...
il y a eu la campagne électorale et puis après il y a la réalité des choses. Peut-être que l'investissement et la consommation... Le capital politique d'un parti comme le RN est fondé quand même justement sur cette idée de disruption. C'est toujours la question d'à quelle vitesse les choses changent de ce point de vue. Et je sais que ça peut changer vite. Hein, mais... Alors, là, je pense que chacun a son interprétation. Oui, je ne veux pas vous emmener là où vous ne seriez pas confortable. Non, mais je veux pas. C'est pas du tout le sujet. C'est que le sentiment, c'est que en tout cas, ils ont souhaité se donner une image moins disruptive sur le plan économique que le NFP, qui lui, clairement, est jusqu'au boutiste, respecte pas le pacte de stabilité, présente un budget qui est largement plus déséquilibré et qui s'attaque beaucoup plus à certains agents économiques qui sont quand même producteurs de richesse en France que le programme du Rassemblement national. Après, une fois de plus, on verra à l'épreuve des faits. Mais en tout cas, sur le papier, que le marché était rassuré le lendemain des élections, c'est compréhensible. Maintenant, une fois de plus, il n'y a pas de boule caisse sur la France. Oui, c'est ça. Il y a pas de boule caisse sur la... Donc, il y a quand même un changement par rapport à ce que... Il y a une réduction du risque. Bien sûr. Donc, en fait, dans un portefeuille, globalement... c'est pas la peine d'en remettre trop aujourd'hui. On a plutôt réduit la France pour aller sur autre chose. Et ceux qui n'ont... oui, c'est ça. Oui, je comprends. Si vous n'avez pas vendu le 7 juin, ça ne sert à rien non plus de tout vendre aujourd'hui. Non, il y a quand même eu une correction qui n'était pas nulle. Hein. Le CAC a quand même fait moins 6. Les mid et small ont fait moins 10. Les mid-cap ont fait moins 10, oui, bien Exactement. sûr. On refait moins 10. Exactement. Alors, évidemment, c'était le pari de beaucoup d'investisseurs. Donc maintenant, c'est couper un peu c'est à la trappe. Mais bon, ça se comprend, parce que quand on regarde les indices, c'est entre 40 et 60% de chiffre d'affaires en France. Un investisseur global, notamment sur le marché obligataire, Julien, je parle sous votre contrôle, il a toujours l'idée qu'il y a un prêteur en dernier ressort, que la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde, à l'ouverture de Sintra, alors, ne veut pas s'apesantir sur le cas français, et on peut la comprendre. Néanmoins, quand on lui pose la question, et tout le monde lui pose la question, elle répond de manière assez conventionnelle, on va dire, en indiquant que la stabilité des prix, ça passe par la stabilité financière, que ça fait partie du job de la BCE, et que chaque situation, et pas moins celle de la France, pas plus qu'un autre, est regardée avec vigilance, etc. Les marchés ont toujours l'idée qu'il y aura à un moment une action de la BCE dans le cas où on bascule d'un scénario de surprise à un scénario de crise, Julien. Oui, c'est vrai, c'est un argument solide. Et à partir de quand on imagine, ou dans quel type de scénario de crise, on imagine une BCE contrainte de se mettre en action? Alors, je pense que il est très clair que la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas à court terme pour ce qu'on appelle fermer les spreads, face à une crainte politique, et qui, si elle était avérée, s'agissant là par exemple du RN, donnerait lieu potentiellement à un non-respect des règles de déficit. Aujourd'hui, la France est donc entrée en phase de procédure pour déficit excessif. On est à 110% de dette du PIB, et donc un niveau de déficit qui est au-delà des 3% requis. Et donc, dans ce contexte-là, la Banque Centrale Européenne est très claire. Tant qu'on ne respecte pas les règles, ou qu'on n'a pas la volonté de respecter ces règles, puisqu'il y a un programme de réduction du déficit programmé quand on rentre dans ce type de procédure, qui est de 0,5% par an, pour tendre donc vers les 3%, comme je l'indiquais. Si on ne montre pas de bonne volonté, la Banque Centrale Européenne n'a pas de raison d'intervenir et de mettre en place le TPI, etc. On peut imaginer en plus que d'un point de vue purement, personnel, Christine Lagarde ayant été mise à ce poste, notamment sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, on l'imagine mal venir à la rescousse de Marine Le Pen. C'est pas tout à fait dans ses couleurs. Ça c'est d'un point de vue purement personnel, même si elle l'évoquera pas en ce sens. Mais en tout cas, d'un point de vue purement institution, la Banque Centrale Européenne ne doit pas intervenir à court terme pour, contrevenir les conséquences de problématiques purement politiques. Voilà. Il n'y a pas de raison, aujourd'hui, financière. Il n'y a pas de fragmentation de la dette française. On est entre 70 et 85 points de base contre l'Allemagne, ça a été évoqué. Donc il n'y a pas de raison de changer de clé de répartition ou de mettre en place des programmes de soutien, quel qu'il soit, à court terme. À partir de quand il y a besoin de protéger la transmission de la politique monétaire? À partir de quand les mouvements deviennent non voulus, se diffusent au-delà de la France? Je dirais que dès lors que... Je vous emmène dans un scénario de crise, je précise, c'est pas le scénario central, je parle sous votre contrôle aujourd'hui, mais... Je pense que c'est une question importante, parce que derrière, il y a la question de la force de rappel des marchés sur le politique, qu'on évoquait tout à l'heure. Et je pense que si on imagine un scénario de crise, avec un gouvernement populiste, de gauche ou de droite, qui viendrait
faire exploser la dette française en appliquant le programme évoqué de relance et de soutien à différents plans de l'économie tels qu'évoqués dans le programme du NFP ou du RN. Bon, là, il est très clair que tant que je dirais que la France n'aura pas indiqué sa volonté de revenir dans les clous et donc de rentrer dans un programme de déficit excessif en respectant les règles, eh bien, la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas. Si ensuite, la France en vient à exploser complètement son taux de refinancement, comme ça a pu être le cas de la Grèce, souvenons-nous, en 2015, avant que Tsipras signe en juillet 2015 l'accord avec les créanciers, juste après avoir fait un référendum demandant l'avis des Grecs. Derrière, il ne respecte pas le référendum qui dit non aux demandes des créanciers européens, et pour autant, Alexis Tsipras signe en juillet ce programme qui amènera la Grèce vers l'austérité. Mais pour autant, le resserrement du coût de refinancement de sa dette, qui aujourd'hui traite à l'intérieur de l'Italie. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, on voit bien qu'on peut se faire très mal avant que ça revienne, et que finalement, pour intervenir et pour éviter la fragmentation de la dette, il faut à un moment que le gouvernement accepte de jouer avec les règles des créanciers. Concrètement, sur la partie gestion, comment vous traitez ce cas français, et plus généralement, est-ce que ça a eu une implication sur des ajustements particuliers sur les actifs français et européens peut-être dans leur ensemble? Non, il y a eu très peu de réactions dans les portefeuilles, je dirais, de façon préventive, et simplement parce qu'on était très peu exposé au cas spécifique français. On a soit des portefeuilles globaux qui, en effet, finalement subissent peu ou pas l'effet de la volatilité sur les actifs français aujourd'hui. Et s'agissant de portefeuilles plus eurocentriques, finalement, on n'était pas surexposé au cas français dans les portefeuilles, ou de façon très mesurée. Et dans ce cas-là, on a couvert à la marge la surexposition française qu'on pouvait avoir dans les portefeuilles. On a un tout petit peu réduit l'exposition crédit dans certains portefeuilles également, en achetant un peu de protection. Mais encore une fois, je pense que là, on est sur un phénomène politique. L'histoire nous a montré qu'on pouvait avoir une volatilité à court terme, mais qu'il fallait rallonger la maturité de nos analyses pour regarder un peu quels étaient les sous-jacents. Il faut regarder au-delà. Quels sont les sous-jacents macroéconomiques? Quels sont les fondamentaux? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un secteur des services qui tient bien, un secteur industriel qui rebondit aux États-Unis. C'est plus disparate en zone euro, certes. Le manufacturier rebondit de façon désordonnée en zone euro. Plutôt les pays d'Europe du Sud qui rebondissent que les pays d'Europe du Nord, d'ailleurs. C'est assez intéressant à remarquer, une fois n'est pas coutume. Mais voilà. Mais on voit bien qu'on a choc d'incertitude, oui, mais pas remise en cause du scénario macro tel qu'on l'imaginait il y a encore quelques semaines pour la France et l'Europe en général. Non, on est plutôt de nature à profiter, au contraire, de ces points de volatilité qu'on attendait. On a un renchérissement de certaines classes actives depuis le début de l'année, notamment sur le crédit, sur les actions, et finalement, pouvoir en remettre éventuellement à bon compte sur un pic de volatilité, c'est une chose qui nous semble intéressante dans un contexte macroéconomique qui nous paraît encore porteur. Gilles, quand on peut intervenir comme ça sur l'ensemble des marchés globaux, comment on traite le cas européen? Est-ce que derrière, c'est le cas d'investissement européen qui en prend un petit coup aujourd'hui? Oui, enfin, parce qu'il y avait une thèse quand même d'investissement européen depuis le début de l'année qui était que la BCE allait baisser ses taux plus fort, plus tôt que les autres. Là, c'est clair que déjà, l'hésitation, la valse hésitation américaine avait refroidi la BCE. Là, en rajoutant la France, les perspectives de baisse de la BCE... Ça m'adresse ? Ça devient... Ils gèrent un peu, gardent des munitions, ils veulent garder un peu des munitions pour gérer une baisse en septembre, une baisse en décembre, comme beaucoup l'espèrent, c'est plus aussi évident que ça aujourd'hui ? On a vu ce matin, donc c'est moi, je pense que ça limite... Enfin, c'est déjà que la BCE a été tiède, je dirais. Et là, je crois que la température a encore descendu de quelques degrés ou monté. Enfin voilà, je pense que oui, ça ajoute de l'incertitude au mix qui fait qu'ils auront tendance à la BCE quand c'est certain à pas se précipiter pour décider quoi. Voilà, donc je pense que ça vient un peu percuter, je dirais, le rattrapage européen qu'on avait en début d'année. Voilà, c'est ça. Et après, paradoxalement, nous on a acheté l'Italie. Je veux dire, je pense qu'il faut voir que la zone euro, c'est pas la Grèce, la zone euro, même la France. Bon, la France est en déficit de balance de paiement, mais globalement, la zone euro est excédentaire. On a retrouvé des excédents là. Oui, largement. Ça veut dire que grosso modo, on peut pas avoir deux pays à problème en même temps. Donc ça veut dire que si la l'OAT a des problèmes, les bons italiens et les espagnols, par les bonos, en bénéficient. Donc nous, on s'est mis un peu sur l'Italie parce que, effectivement... Dans le concours de beauté des marchés... sur la zone euro, et en plus, sachant que c'est une zone ultra excédentaire, donc ça veut dire qu'elle doit mettre son argent quelque part. Donc, et en plus, il y a les Japonais qui sont là aussi, donc c'est une raison, c'est qu'ils aimaient bien les OAT. Donc
Ils sont bien, donc ça veut dire que oui, dans le concours de beauté, l'Italie, à court terme, gagne un cran supplémentaire. Quoi. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté peut-être italienne pour se positionner au cas où ça baisse et ça revienne, parce que effectivement, dans ce concours de beauté, l'Italie. Mais sinon, je dirais, dans le grand sens de l'investissement, je veux dire, tant qu'on n'a pas de problème d'éventualité de Frexit, ça sera peut-être une question qui sera posée en 2027, parce que le Front National dira, ou l'Assemblée nationale maintenant, dira j'ai pas pu faire ma politique parce qu'il y a l'Europe, et donc je transforme l'élection de 27 en référendum sur l'Europe. À mon avis, dans ce cas-là, il sera perdu, mais quelque part, je veux dire, tant qu'on n'a pas une volonté comme les Grecs, et pour moi, l'exemple grec, dans la dynamique, c'est pas les mêmes chiffres. Cette pression, ou au moins ce regard vigilant sur la France, il ne va pas s'arrêter le 8 juillet. C'est quelque chose qui est... On est rentré dans une séquence où on sera surveillé de près à chaque mouvement. Ce sera un amour vache, un amour Dieu. C'est-à-dire que... Non, mais l'Europe a aidé les Grecs, très largement, mais à condition qu'ils respectent les règles. Ouais. Si, comme on a... non, mais on va pas... Non, 50 à 70% de la dette grecque a été reprise par les Européens. Enfin, je veux dire... Non, je veux dire, la solidarité européenne a joué à condition que les Grecs respectent les règles. Et je veux dire, et pour moi, in fine, c'est ça la problématique. Soit on respectera les règles de façon volens-nolens, soit la question se pose à un moment, et là, ça sera un bouleversement beaucoup plus important, un risque systémique beaucoup plus important. Tant que ça n'arrive pas sur la table, il n'y a pas vraiment de risque systématique, et il n'y a pas de crainte majeure, un peu d'écartement, un peu de correction. Il y a le problème d'impôts sur les valeurs du CAC aussi, le problème des impôts supplémentaires, ainsi de suite, mais il n'y a pas de risque. L'élection américaine sur les taux le débat a eu beaucoup plus d'impact sur les taux mondiaux depuis 3 jours que ce qui se passe en France. Parce qu'en France, c'est juste l'Italie gagne un peu, la France perd un peu, mais globalement, alors que les 30 centimes ou 20 centimes de taux qu'on a pris depuis le débat, on les a vus. Ça fait plus mal. Hein, voilà. Et ça, c'était général. Hein. C'est même le bout a bougé. Hein. Comment vous regardez d'ailleurs le cas d'investissement américain ? Alors, il y a la dimension politique, évidemment. Je disais hier, sous forme de plaisanterie, mais c'est vrai que dans la surenchère française vers le populisme, les États-Unis ne déméritent pas. C'est-à-dire que là aussi, on se demande si Biden va jusqu'au bout. Enfin bon, bref, on sent que cette campagne est peut-être encore pleine de surprises devant nous. Comment ça influence ou pas la gestion du cas d'investissement américain ? Et puis derrière, il y a quand même les entreprises, les résultats, toujours la concentration du marché, les 5-6 plus grosses méga caps qui font les 3/4 de la performance, quoi. Ouais, mais pour revenir un peu à la fois sur la question précédente et sur celle des États-Unis, entre le cas européen et la situation américaine, nous, il y a 2 choses qu'on a envie de faire. Alors, pour commencer par le cas américain, parce que c'est la dernière question, c'est que pour couvrir les portefeuilles aujourd'hui, on trouve que le dollar, c'est pas idiot. Pourquoi ? Parce que malgré tout, même si, a priori, le RN, il ne parle plus de Frexit, il peut quand même y avoir du désordre, donc potentiellement un affaiblissement de l'euro, ou en tout cas, ça ne va pas l'aider. Donc dans ce contexte-là, avoir du dollar, un peu plus de dollars, c'est pas idiot, surtout à la suite du débat, puisque, comme on vient de le mentionner, le débat a provoqué quoi ? A provoqué hausse des taux d'intérêt, parce que Trump, il est inflationniste et qu'il va mettre de l'essence dans le moteur, peut-être de manière déraisonnable. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient faire que le dollar soit très très résistant. Alors maintenant, est-ce que c'est via des actions qu'on va acheter du dollar ? Enfin, via des actions américaines ? Bof. On n'a pas très envie, là, quand même. Je trouve que les marchés américains sont un peu tendus, ils ont fait une bonne partie du chemin. Donc, on n'a pas très envie d'acheter des actions américaines. Donc, ça serait plutôt acheter des dollars via de l'obligataire court. Oui, je comprends. Voilà, donc, un peu de sécurisation, un peu de couverture. Et sur la partie européenne, il y a quand même aussi un élément qui nous inquiète, c'est beaucoup dire, mais en tout cas sur lequel on est assez attentif, c'est que on a vu aujourd'hui 2 publications qui sont pas mauvaises. Hein, je veux dire, Sodexo, ils ratent d'un pouillème sur leur chiffre d'affaires. Michelin, c'est pareil, le mix est un peu différent. Il y a une baisse de volume, une augmentation des prix. Enfin, baisse des volumes, ça fait des mois que ça dure. Et les deux titres prennent moins 5. On a vu L'Oréal la semaine dernière, qui a un petit peu averti sur la situation de la Chine, sur la décroissance encore des États-Unis. Résultat des courses, moins 602 jours, et aujourd'hui, ça baisse encore. Donc, on a un peu le sentiment que la saison de publication en Europe va être sportive. C'est-à-dire que dès que ça va rater un petit peu, ça va être la grosse sanction. Donc, globalement, notre
notre sentiment et notre stratégie aujourd'hui, c'est plutôt d'enlever un peu de risque. Ouais, j'entends. Pas forcément de manière structurelle, mais en tout cas d'enlever un petit peu de risque à court terme, parce que pas de bull case sur la France, sur l'Europe, pas forcément de raison de voir non plus l'Europe décoller. Et sur les États-Unis, c'est quand même un peu tendu, le marché est concentré, les révisions elles sont, les révisions elles sont à la hausse sur toujours les mêmes boîtes, mais sur les autres c'est moyen. Il y en a 6 qui vont voir leurs bénéfices progresser de 30% au deuxième trimestre, et puis le reste du marché qui verra une progression de quelques pourcents. Quoi. Oui, et qui commence à être cher. Et si on parle de toujours la même, c'est malheureux, mais dans Nvidia, aujourd'hui c'est 40 fois les résultats. Au début de l'année c'était 25, donc au début de l'année je comprends qu'on puisse dire c'est pas cher parce qu'il va y avoir 60-100% de croissance après, des bénéfices. Jusqu'à présent, c'est toujours les analystes qui courent après les résultats de Nvidia. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait, mais oui, effectivement. Mais aujourd'hui, on est à 40 fois, D'accord. avec potentiellement quand même une croissance qui va ralentir. Donc, on est plutôt en train d'enlever du risque aujourd'hui pour se mettre dans du sécuritaire, du court terme, et puis attendre de voir comment se passe l'été. Oui, d'autant que malgré quelques baisses de taux un peu partout dans le monde, comme vous dites, le cours reste quand même très très intéressant en termes de risk-reward, de volatilité, etc. Oui, et puis à la limite, je veux dire, on peut se mettre en défensif maintenant, sachant que le début d'année a quand même été, pour un portefeuille diversifié, a été tout à fait satisfaisant. Bien sûr. Donc c'est pas comme si on se mettait en défensif alors qu'on était en train de souffrir. Oui. Julien, vos commentaires, puis je veux bien qu'on revienne sur l'après-débat Trump-Biden et ce phénomène de repentification de la courbe américaine. Donc on appelle ça un bear steepening. Ça corrige notamment plutôt sur la partie longue par rapport à la partie courte, c'est ça? Et ça, c'est quoi? C'est un avant-goût de ce que le marché peut imaginer avec une nouvelle présidence Trump? Oui, je rejoins en fait ce qui vient d'être dit. En effet, sur l'aspect, les conséquences, je dirais, économiques d'une politique de Trump, c'est que, en effet, c'est réflationniste. C'est réflationniste notamment peut-être par le sujet de l'immigration. Si Trump venait à réduire ou à fermer les frontières, on sait que ça met de la tension sur le marché de l'emploi. Globalement, le fait d'avoir réouvert les frontières depuis 2021 aux États-Unis, on sait que ça nous a permis d'économiser a priori 0,4 points d'inflation à peu près, par une détente finalement plus forte que ce qu'elle aurait été si on n'avait pas eu cette immigration. On a rejoint complètement, on a comblé le gap que l'on avait dans la période Covid-Trump de déficit d'immigration aux États-Unis. Donc, ils ont besoin, mais ils ont besoin d'immigration et nous aussi. Oui, il n'y a pas que, Petit message. Oui. Mais voilà. Économique, économiquement, c'est porteur, ça limite les pressions inflationnistes et ça permet d'apporter je dirais, une bouffée d'oxygène sur la force de travail, notamment aux États-Unis. Donc, ça, c'est très clair. Il y a aussi une thématique de fond aux États-Unis qui est que globalement, on a un secteur des services qui se tient très bien et un secteur manufacturier également qui rebondit. Alors, on est toujours en zone de contraction quand on regarde l'ISM, mais on sait qu'on a eu une période de déstockage qui était très forte, donc on a un déstockage technique, une récession manufacturière technique liée au déstockage. Donc, on a un élastique conjoncturel potentiellement qui peut être assez fort et on voit que ça s'est déjà redressé. Donc, on a un sous-jacent manufacturier qui rebondit, les services toujours bien orientés et en effet, Trump qui pourrait souffler sur les braises. Donc, ça amène à une reconstitution de la prime de terme, donc à une hausse des taux longs et donc une repentification des courbes de taux qui aujourd'hui restent quand même très plates. Et du point de vue de la Fed, qu'est-ce que ça implique? J'ai de mémoire aux dernières projections du dernier FOMC, donc ils avaient enlevé une baisse de taux des projections cette année, mais pour en rajouter une en 2025, si bien qu'ils sont à 4 baisses de taux dans leur projection, je crois, pour 2025. Qu'est-ce qui est le plus réaliste? C'est d'en faire 2 cette année ou 4 l'an prochain là? Alors, nous, on est clairement, chez Groupama Asset Management, on est à la cible sur 2024, sur vous avez 2025. Toujours très prudent sur les marges de manœuvre de la Réserve fédérale américaine pour baisser ses taux. Nous, on n'a pas changé de vision là-dessus. On a une enveloppe qui est beaucoup plus restreinte que celle du marché. Alors, le marché nous a rejoints en toute humilité. Ils ont été sur 6-7 cuts, le marché 6-7 cuts en début d'année. On est revenu sur 2 cuts à peu près aux US. Là où on ne souscrit pas encore, nous, aux attentes du marché, c'est sur 2025. Là, les investisseurs sont plutôt sur 3-4 cuts, même aux États-Unis en 2025. Nous, on n'y est pas. Donc, on pense que l'enveloppe globale sera inférieure à ce qui est price aujourd'hui. Dit autrement, le taux neutre à l'arrivée, selon nous, sera plus haut que ce que les marchés anticipent, simplement parce qu'on anticipe une croissance plus élevée que la cible et une inflation plus élevée que la cible des investisseurs également. Et donc, selon la règle de Taylor, si vous voulez, vous mettez un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation, vous avez un taux neutre qui est un peu plus élevé. À l'arrivée, le taux terminal est plus haut.
Oui, enfin, c'est quoi les garde-fous aussi de Trump? On évoquait le sujet pour le cas français. C'est quoi les garde-fous disciplinaires autour d'un Trump alors qui repartirait sur les baisses d'impôts, etc., la fermeture des frontières, les tarifs douaniers, enfin la tiraille Trump classique. Il y a deux choses, je dirais. Il y a l'électorat et il y a la Fed déjà, parce que le fait que les taux montent et que le dollar ne bouge pas, c'est que visiblement on a une Fed qui reste à des taux élevés. Parce que Trump a parlé de remplacer avec quelqu'un qui baisse les taux, un Burns local pour faire allusion aux années 70. Après, il faut voir que un des éléments quand même moteurs, et on a dans les élections en France et dans les élections, c'est quand même l'inflation. On a bien vu qu'on disait il y a 10 ans, un peu d'inflation, ça met du beurre aux épinards, c'est pas mal, les gens ne verraient pas la différence. Là, on voit aujourd'hui, on a des niveaux de chômage au plus bas, on a dit tout à l'heure en Europe, on a aux États-Unis pareil, et les gens ne parlent que de l'inflation. Donc on voit bien que quand même, c'est pas aussi indolore politiquement que ce qu'on pensait à l'origine, où quand on n'avait pas d'inflation il y a 10 ans, on disait 2-3%, c'est rien. Je veux dire, si Trump est aussi inflationniste qu'il dit, je veux dire, aujourd'hui, le reproche principal qu'on fait à Biden sur sa politique, c'est d'avoir de l'inflation assez élevée. Pouvoir d'achat. Voilà, le pouvoir d'achat et l'inflation élevée. Et donc, politiquement, ça sera assez rapidement intenable aussi pour Trump de générer l'inflation. Je veux dire, c'était une solution qui paraissait séduisante. Et aujourd'hui, on voit que politiquement, elle use. Et je veux dire, voilà. Et donc, partout. Même au Japon, ils voulaient faire 2% d'inflation, ils sont restés à zéro, alors qu'on leur disait un peu d'inflation, ça met de l'huile dans les rouages. Mais non. Donc je pense qu'il y aura deux, il y aura la Fed, comment on va gérer la Fed derrière, et deux, politiquement, je pense que l'inflation est un coût politique énorme qui fait que... Même pour Trump. Même pour Trump. Oui, et voilà. Et donc, il y a un moment, on va le dire comment on fait. Et comment on fait, c'est diminuer le déficit, c'est les taux élevés. Enfin, et puis après, il y a un dernier événement, c'est qu'on parlait des 7. Je veux dire, on a une concentration de marché qui peut créer un choc déflationniste à tout moment si jamais l'IA ne se retrouve pas à hauteur des attentes depuis longtemps. Hein. Voilà, donc, ça invite à quoi? La prudence quand même vis-à-vis justement des actifs américains, des actions américaines? Oui, il y a un risque au cœur du marché américain qui est juste monstrueux. Je veux dire, la moitié de la progression de l'S&P 500, c'est Nvidia depuis le début de l'année. On est à 30% des ventes, on a des choses comptables qui ne sont pas toujours très, très claires. Voilà, mais surtout, on a un risque systémique qui se niche aujourd'hui au cours du marché américain, et avec le poids des retraites américaines investies en Nasdaq. Aujourd'hui, les retraites américaines sont diversifiées. Hein. Moitié SP500, moitié Nasdaq. De côté, vous avez 10% de Nvidia, de l'autre côté, vous avez 30% de Microsoft, de l'autre, vous avez 50%. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, il peut y avoir à tout moment, si demain on enlève l'IA et si on considère que les investissements ne mènent nulle part ou pas à quelque chose dessus, je veux dire, ces valorisations ne peuvent pas être justifiées. Et vous avez comme le cœur du marché mondial qui est vide, quoi. C'est l'action qui donne la tendance partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, au moment, ça va finir par se réaliser. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça implique, là, en termes de gestion? Il nous reste pour un tour de table. On commence... Je veux dire, on pensait que la techno allait corriger, que l'Europe allait rattraper. C'est pas le cas. On est soumis. Donc, pour nous, c'est clair, c'est une bulle. Donc, on a commencé à shorter. On short, là, depuis au-dessus de 20 000 Nasdaq 100. D'accord. Et je pense que sur le 10 ans, 30 ans, même si Trump peut perturber ça, on est sur les inflations en train de revenir, donc l'obligataire sans risque va être aussi intéressant sur le second semestre. D'accord. Mais l'idée de pouvoir rallonger de la duration là, côté américain en tout cas. Côté américain sur le second semestre, parce que je suis pas sûr que Trump. Le débat était comme sur elle par plein de. Biden l'a perdu très clairement, mais il y avait. Pas dire que Trump l'ait gagné, enfin il a gagné par abstention ou par abandon, je veux dire plus que parce que. Vous croyez encore à Biden? Non. Ou des candidats démocrates. Non, mais je veux dire, Trump, un candidat démocrate n'a pas complètement perdu. D'accord. Est-ce que ce sera Biden? Un plan B, quoi. Peut-être. Ok, Biden, dans la fiction totale. Mais voilà, j'étais venu plusieurs fois, je disais que les deux candidats seraient peut-être possible, qu'il était possible que les deux candidats, dès l'année dernière, que ce ne soient pas les deux candidats en septembre. On dit plusieurs fois sur ce plateau. Mais je suis pas sûr qu'il est complètement perdu tout de suite. Voilà, il n'aurait pas été, ça aurait été mieux et ça aurait été probablement beaucoup plus simple à gérer. Là, c'est comme ça, mais voilà, je pense qu'il y a des rebondissements peuvent encore arriver. Oui, jusqu'au 5 novembre, la marche est encore longue des deux côtés. Okay. Et je n'exclus pas ni une victoire ni de l'un ni de l'autre, ni d'un troisième ni d'un quatrième. Si jamais il y a un accident, voilà. Mais le temps est encore long.
Bon, sur la logique d'investissement là pour les clients privés de Mandarin Gestion, Damien, vous disiez, bon, sur la France, il n'y a plus de bull case, donc ça ne sert à rien d'aller trop fort dessus. Mais au-delà de ça, effectivement, où est-ce qu'on se sent confortable là aujourd'hui ? Dans l'obligataire, on se sent encore relativement confortable. Je veux dire, il y a toujours des... Sécurité, le cours, ça marche bien toujours. Oui, on a toujours du portage relativement élevé, avec malgré tout, pour l'instant, un risque de taux et un risque crédit qui est quand même très très contenu. Donc il peut y avoir un peu de volatilité. Mais je crois que comme ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas du tout dans un scénario de crise systémique ou de dérapage total. Donc ce qui est clair, c'est que ce soit pour l'Europe, enfin pour la France, pour l'Europe ou pour les États-Unis, le point d'attention général, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le regarder, c'est uniquement les taux d'intérêt. La mesure du risque sur les marchés, que ce soit les actions ou les obliges, c'est les taux d'intérêt. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de dérapage sur les taux d'intérêt, on n'est pas particulièrement inquiet. Là où on sera un peu plus inquiet, c'est si les taux d'intérêt européens, par exemple, se mettent à grimper pour un risque ou pour un autre, quel qu'il soit. Donc, aujourd'hui, enfin tout à l'heure, donc on a dit qu'on était un peu plus prudent à court terme. Alors, je suis pas trop d'accord pour dire qu'il y a une bulle sur le marché américain, parce que globalement, les entreprises... Sur l'IA, il y a des entreprises très peu. Oui, alors, mais, sur les grosses capis, du Nasdaq, il y a de l'engouement, mais les valos sont pas aussi absurdes que dans l'an 2000, donc ça mérite de corriger, si on est d'accord, parce que je pense que c'est les anticipations qui sont un peu trop élevées et que la croissance est vue comme trop long terme, alors qu'il y a un moment où il y a des concurrents qui arrivent, et il y a un moment où ça ralentit. Donc il peut y avoir des corrections sur ces titres-là, mais c'est pas une bulle dans le sens où on craint un crack. On a vu moins 17 sur Nvidia, ça peut se faire assez vite. Oui, mais ça compte en 2022. Et moins 50 en 2022, avant de refaire 300% derrière. Oui, absolument. Non, ça peut corriger vite sur des titres comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas particulièrement inquiet, on est plus prudent aujourd'hui. Mais on n'est pas en train de se mettre aux abris. Pour conclure avec vous, Julien, sur la partie crédit, taux... Oui, je souscris à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'en effet, on a encore de la valeur sur les parties courtes des courbes. On est en plus plutôt protégé sur l'aspect sensibilité, risque de taux, risque de crédit. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on sera opportuniste sur des points de volatilité qui pourraient arriver, notamment sur le marché du crédit. On l'a vu récemment, c'est un peu écarté avec l'épisode français. On verra ce qu'on fera avec l'épisode américain éventuellement. On peut avoir un peu de vol aux approches des élections. On est dans des valorisations qui, aujourd'hui, restent relativement tendues. On avait protégé les portefeuilles déjà depuis quelques temps. On avait réduit l'exposition au marché du crédit. Donc là, on sera opportuniste en revenant sur ces actifs-là, sur écartement, puisqu'on a plutôt une vision constructive à moyen long terme. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Moutier, directeur des gestions obligataires de Groupama Asset Management, Damien Charlat, directeur de la gestion sous mandat de Mandarin Gestion, et Gilles Etcheberry-Garay, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Nous nous intéressons ce soir à la grande famille des actifs privés. C'est une famille, une classe d'actifs et d'investissements qui monte depuis plusieurs années maintenant. Et dans cette classe des actifs privés non cotés, on trouve la dette privée qui bénéficie d'un momentum important. Depuis quelques temps, nous en parlons avec Estelle Delat, qui est présidente et cofondatrice de Private Corner. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Private Corner, comme son nom l'indique, à peu près en tout cas, est une plateforme dédiée aux actifs privés, c'est ça, qui a vu le jour au moment de la loi Pacte. Ça devait être 2018, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? La loi Pacte, c'est avril 2019. 2019, autant pour moi. Et effectivement, Private Corner, l'idée a germé quelques mois plus tard pour justement venir créer finalement une sorte de courroie de transmission entre deux mondes qui ne se parlaient pas ou peu jusque-là, puisque la mission de Private Corner, c'est de permettre à des professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune, ainsi qu'à leurs clients patrimoniaux, d'accéder à une sélection de fonds à partir de 100 000 euros sur les actifs privés. Une sélection de fonds de premier plan qui sont habituellement accessibles du point de vue des gérants institutionnels à partir de plusieurs millions d'euros, et que donc Private Corner vient rendre accessible au travers de la souscription à ces fonds à partir de 100 000 euros. Donc pour des professionnels de l'investissement, c'est ça? Oui, en fait, nos principaux clients, puisqu'on a un modèle B2B, sont des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées, des familles. Pour le compte de clients finaux, bien sûr. Exactement, qui ont besoin de trouver des solutions pour construire un portefeuille non coté à destination de leur clientèle patrimoniale.
et c'est un marché qui est encore assez naissant, puisque en France notamment, nous bien avons sûr. obtenu notre agrément en novembre 2020, et aujourd'hui, presque 4 ans plus tard, on a encore une quote-part du patrimoine des Français qui est plutôt proche de zéro. Oui, c'est ça. Oui. Non, le décollage ne fait que commencer, pour être très clair. Vous êtes parti, alors, dans les actifs privés, vous êtes parti avec le private equity, c'est les premières solutions que vous avez mises en place chez Private Corner. Vous vous attaquez aujourd'hui au marché de la dette privée avec une solution que vous allez nous expliquer, Estelle, mais je crois qu'on en est encore dans cette phase de décollage, comme vous dites, où la pédagogie est nécessaire. Oui. C'est-à-dire, dette, on comprend, dette privée, on se dit d'accord, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Qu'est-ce qui caractérise spécifiquement cette classe d'actifs de la dette privée ? Globalement, il y a un vrai enjeu d'acculturation de toute une communauté, que ce soit les conseillers et leurs clients, sur les actifs privés en général. Donc, comme vous l'avez exprimé, on a démarré par le private equity. On a ensuite poursuivi avec des fonds infra. Et désormais, donc, depuis fin mai, nous avons ouvert à la souscription un fonds de dette privée qui s'appelle Global Private Debt Strategies et qui permet d'être exposé aux stratégies de 2 gérants anglo-saxons emblématiques que sont Arcmont Asset Management et CVC Capital Partners sur spécifiquement leur stratégie de Capital Solutions. Donc, qu'est-ce que c'est le Capital Solutions ? En fait, c'est un mode de crédit qui vient se positionner entre la dette senior et le capital. Donc, c'est de la dette junior, mezzanine, à laquelle on vient associer du quasi-equity. Donc, ça permet d'aller chercher un rendement annuel, on va dire, à notre niveau de l'ordre de 13% par an. D'accord. Donc, ça peut paraître beaucoup pour de la dette privée. Mais en fait, ça s'explique relativement bien, on va dire, puisque vous avez un taux sans risque, auquel vous venez ajouter le risque de crédit, auquel vous venez ajouter la prime d'illiquidité. Bien sûr. Et auquel vous venez ajouter cette fameuse prime de solution, puisque le propre de ces équipes, c'est qu'ils sont capables de proposer des financements totalement adaptés sur mesure et flexibles aux entreprises auxquelles ils les proposent. D'accord. Et donc là, cette stratégie permet de s'exposer aux stratégies, enfin aux solutions qui sont bâties par CVC et Arcmont Capital. Les 2 fonds réunis vont financer 50 à 80 sociétés sous-jacentes. Donc un fonds qui est très très diversifié, aussi bien sectoriellement que géographiquement qu'en nombre de sociétés financées. Le profil type, on va dire, des sociétés qui vont être accompagnées, ce sont des sociétés qui sont par ailleurs accompagnées par des fonds de capital investissement. Donc, le dialogue est plus facile. Exactement. C'est ça. Le dialogue et les le monde du non-coté se parle plus facilement que par l'intermédiaire de banquiers, par exemple, comme c'est encore un financement très traditionnel qui existe chez nous. Vous avez de la dette privée sponsorisée et de la dette privée sans sponsor. Donc la dette privée sponsorisée, c'est celle pour laquelle les entreprises sont par ailleurs déjà accompagnées par un fonds de capital investissement et qui vont chercher de la dette privée auprès d'une autre équipe d'investissement qui, elle, est spécialisée sur de la dette. Et là, votre job pour la création de cette solution de dette privée, ça a été d'aller sélectionner justement CVC et Arcmont, c'est ça ? Dans l'univers des gérants privés et des GPs, quoi. Exactement. D'accord. Puisque aujourd'hui, on est dans un écosystème à l'échelle européenne, puisque pour l'instant, Private Corner n'a pas encore sélectionné de gérants anglo-saxons, américains en tout cas. US, voilà, exactement. On est resté sur l'espace économique européen, puisqu'on est allé chercher 2 Anglais ici. Chez Private Corner, on a une équipe spécialisée dans la sélection de fonds. On opère un monitoring quasi permanent auprès de 500 sociétés de gestion et on surveille justement les calendriers de levée anticipés. L'idée, c'est vraiment en permanence d'avoir une sélection de 5 à 7 fonds qui permettent ensuite à nos distributeurs de venir construire sur mesure une allocation leur solution leurs clients. Pour leurs clients. Exactement. Qu'est-ce qui explique l'engouement pour la dette privée là, quand vous regardez le marché, l'industrie, vous confirmez ce momentum et pourquoi maintenant ? La dette privée, c'est un marché qui est mature aujourd'hui. C'est un marché qui a vu le jour au début des années 2000, qui a connu un bel essor, naturellement, post-crise 2008, puisqu'il a fallu se faire le relais des banques. Bien sûr, tout était gelé côté bancaire. Soumise à réglementation, régulation, etc. Réglementation et de régulation. Donc c'est vraiment à ce moment-là que la dette privée a connu son accélération, sa phase d'accélération. Et si on observe sur les 3 dernières années, la taille du marché
marché, sur les 10 dernières années, pardon, la taille du marché s'est multipliée par 3. Et donc, c'est un bon momentum parce que c'est une classe les actifs privés, ça doit être une classe d'actifs à part entière dans le cadre d'une gestion de patrimoine de manière globale, et qui vient bien justement complémenter en diversification du private equity avec un bon niveau de rendement risque pour une clientèle patrimoniale en phase de constitution d'un patrimoine sur les actifs privés, avec un horizon d'investissement qui n'est pas si loin que ça au regard de la classe d'actifs en général, puisque sur cette stratégie en particulier, on a un horizon à 7 ans, donc quand même relativement plus court, et qui permet aussi de fixer finalement un taux, un rendement. Bien sûr. Oui, dans le contexte actuel, on verrouille du rendement, c'est un peu partout la même stratégie, et dans les actifs privés, c'était également le cas. C'est quoi l'exemple type d'une entreprise aujourd'hui qui est, j'allais dire, utilisatrice de ces solutions en dette privée et du point de vue de l'investisseur ou du designer de solutions, quel est le profil type d'une entreprise à qui on a envie de faire un prêt ou une créance privée? Justement, le gros avantage de ces fonds aujourd'hui, c'est que vous avez un niveau de sélectivité et donc de meilleur monitoring du risque associé qui est très important, puisque la demande de financement est de plus en plus croissante. Et donc, si on doit prendre le profil type la carte d'identité d'une société candidate justement à la dette privée en Capital Solutions, c'est une entreprise qui est leader sur son marché, qui va avoir 50 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc le spectre est assez large, qui est sur un marché donc en croissance, qui est souvent soumis à ce qu'on appelle des tests de consolidation, et qui donc va avoir besoin d'être en capacité à mobiliser du cash assez rapidement. C'est là aussi une des vertus de la dette privée par rapport à la dette bancaire intermédiaire, souvent constituée d'un pool de 3 à 5 banques, et qui a des latences opérationnelles beaucoup plus importantes que ne l'ont les fonds de dette privée et qui ont une agilité, une flexibilité. Oui, c'est ça. Là, ça peut aller vite. Débloquer du financement rapidement. Un dossier, il va être financé sous plusieurs semaines avec un fonds, là où avec une banque, c'est sous plusieurs mois. Donc, quand vous avez des enjeux de compétitivité pour une entreprise, elle est prête à payer justement cette fameuse prime de solution pour justement gagner des parts de marché, avec par ailleurs aussi, pour finir sur la fiche d'identité type d'une société, une diversité de clients importante. Et donc, l'assurance d'avoir aussi des revenus récurrents, ce qui vient aussi monitorer pour le créancier, c'est important. Le niveau de risque de défaillance associé justement à la classe d'actifs et à avoir un coussin de sécurité par rapport à cette stratégie. Une entreprise qui incarne cette fiche d'identité, c'est Cégide, vous dites, parce qu'elle se retrouve dans les solutions, c'est une société qui est financée par le fonds CVC en l'occurrence, qui coche ces critères. Donc on est dans les ESN, services numériques, etc. Donc le build-up, etc. C'est ce besoin d'agilité, de flexibilité, la récurrence des revenus. Développé à l'échelle européenne. Le fait justement d'être sur un marché où il y a finalement de fortes barrières à l'entrée aussi, puisque vous êtes leader sur votre marché, donc c'est plus compliqué pour des concurrents de venir se positionner en face de vous. Et donc, ce modèle en général, si on reprend un petit peu de hauteur de vue du non-coté, c'est vraiment ce qui fait sa force, c'est cette capacité à avoir une agilité, une gouvernance et à être capable de s'inscrire dans du temps long et qui confère aux sociétés vraiment une force de frappe parce qu'elle a des financements en capitaux et en dette qui lui permettent d'encore plus asseoir son positionnement de leader et d'accélérer finalement sur un marché. Plusieurs options en termes de financement, c'est important aujourd'hui pour les entreprises. Merci beaucoup Estelle, merci d'être venue nous parler de la dette privée, des enjeux de ce marché, des perspectives et des solutions que vous apportez avec Private Corner. Estelle Delat, présidente et cofondatrice de Private Corner, était l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.